Bienvenue sur Instant Santé. La drépanocytose est la première maladie génétique au monde. Elle est héréditaire et elle affecte les globules rouges du sang. Elle est source de douleurs et cause de nombreuses complications aux personnes qui en sont porteuses. Et pour en parler, nous recevons aujourd'hui le professeur Jean Coco, chef du département de pédiatrie à la faculté de médecine de l'Université des sciences de la santé. Bienvenue docteur et merci d'être avec nous. Bonjour et merci d'être venu me voir cet après-midi. Alors, la drépanocytose est souvent prise pour un mauvais sort. Pourtant, il s'agit d'une maladie génétique donc transmise par les parents. Expliquez-nous. Oui, la drépanocytose dans notre contexte africain, c'est une maladie effectivement qui est entourée de beaucoup de mysticisme. Parce que chez nous, de manière générale, lorsqu'on n'arrive pas à trouver une explication à un problème, on accuse les sorciers, les gens de mauvaise foi, les gens méchants et tout le reste. Mais en fait, c'est une maladie génétique, comme vous l'avez dit, qui se transmet des parents à enfants. Alors, la drépanocytose affecte les globules rouges dans le sang, donc elle cause la déformation de ceux-ci, donc obstruant les vaisseaux sanguins. Expliquez-nous-en. Alors, dans cette maladie, il y a une anomalie au niveau des gènes, les gènes qui amènent à la fabrication de l'hémoglobine, l'hémoglobine étant cette substance qui donne la couleur rouge au sang et aux globules rouges. Et donc, c'est cette substance qui est impactée dans cette maladie. Et donc, du coup, les globules rouges n'ont plus leur plasticité, leur souplesse habituelle, oui. Comme chez les sujets normaux. Et donc, dans certaines conditions, ces globules rouges vont se déformer. Et en se déformant, la circulation au niveau des vaisseaux sanguins ne se fera plus correctement. Donc, ça va amener à boucher les vaisseaux sanguins. Et donc, du coup, c'est ce qui explique d'ailleurs le principal signe de cette maladie, qui est la douleur. Le fait d'obstruer les vaisseaux sanguins. Oui, docteur, nous parlons aussi de formes homozygotes et hétérozygotes. Donc, il y a des personnes qui peuvent porter le gène sans pourtant faire la maladie. Dites-nous en plus. Oui, bon, je vais un peu expliquer ce que c'est qu'un hétérozygote, ce que c'est qu'un homozygote. Ça m'amène à expliquer un peu comment se transmet cette maladie. En général, lorsque les parents sont concernés par cette maladie, on a en général un des parents, le père ou la mère, a un S, et l'autre parent, le père ou la mère, a un S aussi. À chaque grossesse, je dis bien à chaque grossesse, lorsque l'œuf se fabrique pour avoir le bébé, il y a un S qui vient de la mère et peut-être un qui vient du père. Ce n'est pas obligatoire. Oui. Mais si par malheur, les deux parents vont donner leur S, ça va donner un SS. SS, c'est ce qu'on appelle homozygote. Mais en revanche, si c'est un seul parent qui va donner le S et l'autre ne donne pas le S, ça va faire un AS. Okay. Et c'est le AS qui est hétérozygote. Alors le AS, c'est un sujet, on va dire, normal, qui ne fait pas de crise, mais par contre, du point de vue de la maladie, peut transmettre la maladie, puisqu'on a vu que s'ils rencontrent quelqu'un aussi qui est AS ou qui est SS, ils vont donner un SS ou un AS, ça dépend. D'accord. Voilà. Alors, nous avons parlé de l'obstruction des vaisseaux sanguins qui était source de douleurs. Ces douleurs-là, ces obstructions des vaisseaux sanguins sont souvent aussi source de complications, d'autres complications en dehors de la douleur. La drépanocytose est une maladie, nous en médecine, on a l'habitude de dire que c'est une maladie douloureuse. En fait, le signe cardinal, c'est-à-dire le principal signe de cette maladie, c'est les crises douloureuses.
Mais en dehors de ces crises douloureuses, la drépanocytose se manifeste aussi par d'autres signes. Ça dépend si on comprend depuis le tout petit enfant jusqu'au grand enfant. Le petit enfant, au début, c'est des signes douloureux, mais aussi il y a ce qu'on appelle un syndrome pied-main, c'est-à-dire que les mains et les pieds vont s'enfler. Généralement, c'est même ça le signe qui amène les parents à venir consulter. Ah. Voilà. Parce que l'enfant il se réveille un matin avec un enfant qui a les mains, le dos des mains, le dos des pieds enflés et c'est douloureux. Ok. C'est donc pied-main. Ou alors les parents trouvent que l'enfant est fatigué, il est tout pâle, donc c'est l'anémie aiguë. Ou alors l'enfant fait de la fièvre. C'est aussi un des signes de la drépanocytose. Au début, la fièvre qui est due soit à une infection, parce que ces enfants vont faire beaucoup d'infections souvent, infections pulmonaires, infections ORL, c'est-à-dire soit une rhinite au niveau du nez, soit au niveau des sinus, ainsi de suite. Donc, ça peut être donc, en dehors de la douleur, la fièvre, l'anémie, ça c'est chez les tout petits, mais au fur et à mesure qu'on grandit, la douleur, sur un fond de douleur, on va voir, il y a toujours le fond de douleur qui est là, c'est-à-dire qu'ils vont faire 1 mois, 2 mois ou 2 semaines, 3 semaines, ça dépend. Où il n'y a pas de crise douloureuse, mais il y a toujours quelque chose, soit il est fatigué, soit il a les yeux tout jaunes. Ok. D'accord, parce que justement, les globules rouges, en se détruisant, libèrent l'hémoglobine. Ok. Et c'est l'hémoglobine, lorsqu'elle est éliminée dans l'organisme, qui donne la coloration jaune des yeux. Soit ils ont des yeux jaunes. D'accord. Ensuite, ils peuvent avoir d'autres problèmes. Des problèmes respiratoires, des problèmes articulaires, donc des articulations, soit des problèmes des os, ils vont faire des infections osseuses, et plus ils grandissent, plus ils ont d'autres problèmes en fait. C'est une maladie dont nous on appelle ça la clinique, c'est-à-dire les signes se modifient au fur et à mesure que l'enfant grandit. D'accord. Alors chez les grands enfants, il faut moins en moins de crises douloureuses ou anémiques, mais ils ont d'autres complications. Ils ont un problème de hanche, ils ont des problèmes des yeux, ils ont des problèmes, ils peuvent faire des AVC. C'est une des seules situations où chez l'enfant on peut avoir un AVC, c'est la drépanocytose. Ils vont avoir tous ces problèmes-là. Beaucoup de complications. Voilà, et des ulcères des jambes, c'est des plaies au niveau des pieds qui ne guérissent pas. Wow. Par exemple. Voilà. Oui, docteur, ici, on dit que la maladie touche plus les populations noires que les autres populations. Expliquez-nous pourquoi. Alors, on estime qu'il y a eu... c'était une adaptation, en fait, par rapport au paludisme. Et que les sujets qui portaient le gène étaient plus résistants au paludisme. Donc c'est ce qui a fait que, et le paludisme, c'est surtout en Afrique qu'on l'a trouvé. Oui. Donc du coup, c'est ce qui explique qu'il y a eu beaucoup d'Africains qui soient porteurs du gène. Et ensuite, dans un deuxième temps, avec les phénomènes de migration, tout d'abord de la traite des Noirs, donc de l'esclavage, tous les Africains qui ont été amenés en Amérique, au niveau de l'Arabie Saoudite, du Moyen-Orient et tout le reste, et du sous-continent indien. Donc ce gène a diffusé jusque là-bas. Et maintenant, récemment, avec le phénomène des migrations, parmi les pays les plus touchés, on a maintenant les pays européens, les États-Unis et tout le reste. Donc on peut dire qu'un porteur de l'hémoglobine S a une protection naturelle contre le paludisme. Il est plus résistant. Il est plus résistant. Il fait moins de formes graves de paludisme que quelqu'un qui n'a pas le S. Par contre, les SS, le paludisme est dangereux chez eux parce que comme le parasite du paludisme se développe dans les globules rouges, et dans son développement, il détruit les globules rouges, donc ça aggrave en fait l'anémie. D'accord. Donc chez les SS, c'est plutôt un facteur d'aggravation de l'anémie, le paludisme. Ce serait donc le moyen que le corps humain aurait trouvé pour se protéger du paludisme?
Voilà, cette malformation c'est du gène. On parle en génétique de sélection. Il y a eu une sélection. D'accord. C'est-à-dire que c'est les sujets les plus résistants qui ont survécu, alors que les moins résistants ont été éliminés. Voilà, on va parler comme ça. D'accord. Alors, cette maladie difficile nécessite une prise en charge particulière pour en diminuer les symptômes. Retrouvons Sabrina Koudipenda du côté de l'association Zoé Action, une structure œuvrant pour la prise en charge des malades drépanocytaires. Pour cette nouvelle immersion, je suis du côté du siège de l'association Zoé Action, une association qui œuvre pour la prise en charge des drépanocytaires. Et j'ai le plaisir de rencontrer quelques membres dont Cédric Kombila, un drépanocytaire âgé d'une quarantaine d'années. Bonjour et bienvenue, monsieur. Bonjour Sabrina. Alors, je l'ai dit, vous êtes drépanocytaire âgé d'une quarantaine d'années. Dites-nous un peu plus sur vous. Alors, je suis Cédric Kombila, comme vous l'avez si bien annoncé. Je suis marié et père de 2 enfants et également cadre dans le secteur privé. Alors, j'ai 42 ans et ça fait 42 ans que je vis en étant drépanocytaire. Et voilà, je suis là. C'est une grâce et en même temps, au nom de Zoé Action, je vous dis merci pour l'occasion que vous nous présentez de pouvoir parler de Zoé Action, d'abord de la drépanocytose et ensuite de Zoé Action. On le sait, vivre avec la drépanocytose n'est pas toujours facile. Comment arrivez-vous à tenir ferme? Alors, vivre avec la drépanocytose n'est pas facile, n'a jamais été facile, notamment pour moi. Le plus difficile, c'est la stigmatisation et le regard des autres. Lorsqu'on sait que vous ne pouvez pas forcément avoir les mêmes performances que les autres, mais c'est une vue de l'esprit. Parce que je pense que je suis, humblement, je peux dire que je suis à cet exemple-là d'un malade drépanocytaire qui a pu franchir toutes les étapes. C'est vrai que je suis toujours en progression, mais qui peut vivre normalement, qui peut avoir une famille, qui peut avoir un emploi et qui peut travailler et qui peut être un motif d'espoir pour ceux qui vivent la maladie aujourd'hui et qui ont tendance à perdre un peu espoir parce que je vous dis que les phases de crise, les phases de maladie, lorsqu'elles s'expriment, elles sont vraiment difficiles à vivre et c'est toujours bien d'avoir des personnes sur qui on peut s'identifier. Des personnes autour de soi? Des personnes autour de soi. Moi, j'ai eu beaucoup d'exemples quand j'ai été jeune. Des gens qui me disaient à chaque fois que ça va aller, qui avaient un discours rassurant. Et puis, bon, bien évidemment, le discours le plus rassurant, c'est le discours des Saintes Écritures. Parce que lorsque vous avez foi en Dieu, vous savez que lui, il est là, il vous soutient, rien ne peut vous ébranler. Et qu'en est-il du statut de vos enfants, par exemple? Vous en avez? Le statut, il est très important de le souligner lorsqu'on veut fonder une famille en étant drépanocytaire, parce que je ne l'ai peut-être pas dit quand je me présentais, je suis drépanocytaire homozygote. Donc je suis doublement porteur du gène S, ça veut dire que je n'ai pas droit à l'erreur. Donc j'avais été tellement baigné de toutes ces informations parce que je fais un hommage appuyé quand même à celui qui m'a traité jusqu'à aujourd'hui, c'est le professeur Ando Alain, à qui je rends un hommage appuyé pour ses efforts inlassables dans la recherche. Et lui, il m'a toujours dit que lorsque tu voudras fonder une famille, assure-toi que ta partenaire soit AA. Ça veut dire doublement saine. Voilà, parce que lorsque par les lois de la génétique, voilà, qu'on a tous un peu fait à l'école, au moins en ayant une partenaire AA, il y avait moins de risques d'avoir un enfant qui serait comme moi. Voilà. Donc, et ce sont ces conseils que vous avez suivis? Et ce sont les conseils que j'ai suivis. Je me suis mis avec mon épouse qui est AA et aujourd'hui on a des enfants qui sont sains. Merci, Monsieur Cédric Kombila. Je rappelle que vous n'êtes pas le seul avec qui je vais communiquer aujourd'hui. Il y a également Madame Keshia Avon-Mesui, qui est, elle, mère d'un enfant drépanocytaire. Keshia Avon-Mesui, je l'ai dit tantôt, vous êtes la maman d'une fille drépanocytaire. Parlons de la prise en charge. Comment se passe-t-elle? La prise en charge n'est pas totale.
C'est vraiment 50-50 et c'est toujours compliqué. Déjà qu'on a qu'un seul hôpital qui nous reçoit bien et cet hôpital il est excessivement cher. Et quand on arrive par exemple à des factures de 700 000 francs et que la CNAMGS prenne une moitié, et nous aussi on va prendre une moitié. Et quand on est dans des familles de base sociale moyenne comme nous, c'est un peu compliqué. Parce qu'on peut avoir 2 crises par mois et on va dépenser au maxi près d'1 million par mois. Et avec quelle base de salaire? Il y a donc des choses à revoir du côté de l'État dans la prise en charge. Dans la prise en charge. Et qu'est-ce que vous proposez, par exemple? Vous parliez d'une prise en charge 50-50. Pour vous, par exemple, qu'est-ce qui peut réellement vous aider? Est-ce qu'ils essayent de vraiment prendre cette prise en charge totalement? Totalement. Parce que c'est compliqué. Financièrement, c'est toujours lourd. S'il peut y avoir vraiment des structures plus spécialisées pour ce genre d'enfants. Parce qu'à une certaine heure, ils sont épuisés. Ils ont besoin de s'allonger, par exemple. Il faut des gens assez patients pédagogiquement qui sachent déjà comment réagir en cas de crise, en cas de problème, comment il faut faire. Merci Madame Kéchia Avon-Mesui de nous avoir ouvert votre cœur. Peut-être un mot de fin avant de nous séparer. Je vous remercie déjà pour l'occasion que vous nous donnez et puis de mettre en avant l'association. Plus de visibilité, ça va permettre aux autres de moins se sentir seuls. C'est avec ces paroles que nous refermons cette immersion. On se dit à la prochaine pour une autre aventure. Alors docteur, nous venons de regarder ce reportage de Sabrina Poudi-Penda. Vous qui avez une grande expérience, vous avez notamment travaillé au niveau de l'hôpital pédiatrique d'Ovendo. Vous avez vu ces cas-là, c'est vraiment récurrent au Gabon. Pouvez-vous nous donner quelques chiffres, votre ressenti par rapport à ça? Alors, les estimations de la prévalence, ça s'appelle comme ça le terme médical, scientifique, de la drépanocytose, c'est-à-dire le nombre de cas de drépanocytose au Gabon. La prévalence de SS était estimée à peu près à 2% de la population gabonaise. Okay. 2%. Alors que les AS, donc les gènes, les porteurs du gène, on les estime à entre 22 et 24-25%. C'est vraiment énorme. C'est-à-dire à peu près un quart des Gabonais portent le gène de la drépanocytose. Il serait donc difficile d'éviter d'avoir une progéniture malade? Ah si, il y a des mesures qu'il faut pour éviter, ou tout au moins pour le savoir, c'est déjà de faire le dépistage. Au Gabon, on prévoit normalement le dépistage prénatal, prénuptial, c'est-à-dire en fait, prénuptial, voilà, deux jeunes, s'ils veulent se marier, dans le bilan qu'on demande, souvent on demande une électrophorèse de l'hémoglobine. Pour savoir s'il n'y a pas la drépanocytose chez l'un ou chez l'autre. Oui, mais voilà. Au regard en fait des pourcentages des personnes porteuses du gène, c'est quasi impossible. Donc je suis en train de vous détailler un peu toutes les mesures qu'il y a pour éviter. Donc il y a le dépistage prénuptial, il y a ce qu'on appelle en médecine le conseil génétique, c'est-à-dire que quand vous arrivez, avant de mettre en route votre grossesse, vous allez voir le médecin qui va vous donner certains conseils et qui va vous interroger, est-ce que dans votre famille il y a des drépanocytaires, est-ce que votre soeur ou votre frère ou votre tante n'a pas fait d'enfant drépanocytaire, ainsi de suite. Et ensuite, on va au dépistage. Et ensuite, il y a ce qu'on appelle le dépistage. Si on n'a pas fait cette étape-là, on fait le dépistage néonatal, c'est-à-dire lorsque l'enfant naît. Mais là, ce n'est pas pour éviter, c'est surtout pour savoir très tôt si l'enfant est drépanocytaire ou pas. D'accord. Et après, il y a le dépistage de masse, tel que le préconisent nos amis des EOE, au moins pour que chacun sache, ça concerne plutôt les adultes, qu'on sache notre statut. Est-ce que j'ai le gène de la drépanocytose ou pas? Et donc tout ça mis ensemble permet
plus ou moins d'arriver à contrôler cette maladie. D'accord. Et quels sont les traitements qui existent aujourd'hui par rapport à cette maladie? Alors, au jour d'aujourd'hui, la base du traitement, c'est d'abord la prévention. Ok. Pour éviter tous les accidents, donc toutes les complications qu'il y a. Et donc, ça veut dire voilà. suivre les étapes que vous avez données au préalable? Voilà, la prévention. Et la prévention, lorsque on a fait le diagnostic de la drépanocytose et qu'on sait que l'enfant est drépanocytaire, il faut rapidement prendre des mesures, donc faire l'éducation des parents, de leur apprendre comment, dans les conditions qui peuvent déclencher les crises, qui peuvent déclencher l'anémie, comment l'enfant doit vivre, comment ils doivent élever leur enfant. Ensuite, mettre en route les mesures de prévention, c'est-à-dire les vaccinations, parce que ces enfants ils font beaucoup d'infections. Donc il faut que les enfants soient correctement vaccinés. Voilà. Ensuite, il faut donner de la pénicilline orale pour la prévention. On appelle ça la pénicillinothérapie. C'est des comprimés qu'il doit prendre tous les jours, tout au moins jusqu'à l'âge, ou des sachets, ça dépend des pays. Chez nous, c'est des comprimés que l'enfant doit prendre, qu'on doit lui donner tous les jours, jusqu'à au moins l'âge de 5 ans. Il y a la prévention de l'anémie en lui donnant de l'acide folique, la fameuse foldine, spéciale foldine. Ici. Donc ça, c'est vraiment la base même de la prise en charge. Maintenant, lorsque la crise survient, si c'est une crise douloureuse, simple, on peut essayer de donner des calmants, paracétamol, des trucs comme ça. Et lorsque ça dépasse, il faut tout de suite aller à l'hôpital. Aller à l'hôpital ou tout au moins voir un personnel de santé qui va prendre en charge. Donc, les traitements, c'est d'abord la prévention, mais après, lorsque la maladie a été déclarée, dépistée, déclarée, il faut, en cas de crise, il y a des médicaments qu'il faut prendre, il y a des mesures qu'il faut prendre. D'accord. Et quelle serait la fréquence en fait de consultation pour un malade? Donc, à quelle fréquence doit-il aller voir le médecin? La drépanocytose est une maladie, comme on dit chez nous en médecine, à expressivité variable. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous pouvez avoir 2 drépanocytaires, ils sont tous SS, mais il y en a un qui va faire des crises toutes les 2-3 semaines, et un qui va faire une crise tous les 5 ou 6 mois, tous les 7 ou une fois par an. Donc, on ne peut pas vraiment donner un rythme. Sinon, on va dire, dans les premières années, on va dire jusqu'à peu près 5 ans, l'âge de 5 ans, c'est tous les 3 mois. Mais comme c'est rare que ces enfants fassent 3 mois sans qu'il y ait un problème, généralement, ils reviennent à l'hôpital après. Donc, on va dire selon comment la personne se sent. Voilà. On va dire tous les 3 mois à peu près, revoir son médecin, s'il n'y a pas de complications, s'il n'y a pas de problème. Alors on parle aujourd'hui de greffe, de moelle osseuse et d'autres traitements qui sont assez coûteux. Mais qu'en est-il de ceux-là qui n'ont pas assez de moyens pour prendre ces traitements-là? Un style de vie sain est-il suffisant? Le style de vie est déjà un élément important dans la prise en charge de cette maladie. C'est-à-dire qu'il faut éviter les efforts violents, il faut éviter que l'enfant prenne froid, il faut éviter que les atmosphères trop chaudes, il faut éviter que l'enfant, il ne faut pas qu'il fume, c'est déjà ça. Puisqu'on parlait du traitement, j'avais oublié un traitement. À l'heure actuelle, il y a un traitement qui est très efficace, à monter son efficacité, c'est l'hydroxyurée, qu'on doit leur donner systématiquement. Et ça réduit les crises, la fréquence des crises, ça réduit la fréquence des complications, et ça leur permet d'avoir une vie presque normale. Malheureusement, chez nous, on n'a pas cette molécule, enfin ça existe, mais la prise en charge, notamment au niveau de la CNAMGES, pose encore des problèmes. Mais ailleurs, dans les pays où ils ont tout ça, c'est vraiment même la base maintenant du traitement, l'hydroxyurée, qui
c'est un comprimé qu'il doit prendre tous les jours et ça réduit la fréquence des crises, ça réduit la fréquence de l'anémie, ça réduit et ça permet une vie presque Plus ou moins normale. Acceptable. Alors docteur, pour les personnes démunies qui n'ont pas assez de moyens pour se procurer les traitements, existe-t-il au niveau du Gabon un système d'accompagnement pour eux? La seule avancée qu'on a enregistrée au cours des dernières années, c'est le fait que la CNAMGES prenne en charge un certain nombre d'actes qui leur sont prescrits. Mais en dehors de ça, notamment pour les mesures de prévention, il reste que les mesures de prévention que j'ai édictées, avoir une bonne hygiène de vie, prendre ces médicaments de type de prévention, mais même là c'est souvent compliqué. En fait, l'idéal serait qu'ils aient accès à la gratuité en fait, de tous ces traitements. C'est l'idéal, c'est ce qui est préconisé par l'OMS normalement. D'accord, donc il n'existe pas en fait de structure dédiée à la prise en charge au Gabon. Malheureusement, ça fait des années qu'on en parle. Malheureusement, c'est les services de pédiatrie en fait qui les prennent en charge, qui se dévouent. Et des personnes dévouées, heureusement il y a quelques personnes dévouées à cette maladie et qui prennent de leur temps et de leur énergie pour essayer de les prendre en charge. D'accord. Alors merci beaucoup docteur d'avoir répondu à nos questions. Rappelons que vous êtes le chef du département de pédiatrie à la faculté de médecine de l'Université des sciences de la santé. Nous retenons que la drépanocytose ne se guérit pas, mais on peut en diminuer les symptômes en ayant un mode de vie sain. Plus la prise en charge est précoce, plus on évite de graves complications. Il est donc recommandé de se faire dépister pour connaître son statut génétique. Merci de nous avoir suivis. Rappelons que nos programmes se poursuivent sur Gabon 24.